Mon invitée de cet après-midi aime se présenter comme une vieille postière. C'est pas moi qui le dis, c'est elle, j'aurais pas osé. Alors, ne voyez rien de péjoratif dans cette formule, qui reflète seulement sa longue expérience au sein du groupe La Poste. Sûrement aussi son attachement à cette entreprise qu'elle a choisie dans les années 90. Muriel Barnéou a exercé différents postes de direction. Elle a par exemple dirigé Doca Post, qui est la filiale chargée de la transition numérique au sein de La Poste. Et aujourd'hui, elle est directrice de l'engagement sociétal. Vous allez le voir, une fonction complexe qu'on va essayer de comprendre ensemble. Une fonction qui implique aussi de savoir ramer à contre-courant. Vous allez nous en dire plus. Bonjour Muriel Barnéou. Bonjour. Bienvenue à Rennes. Bonjour, et bienvenue à 360 possibles. Alors, directrice de l'engagement sociétal, on imagine bien, juste en l'entendant, que ça n'a pas grand-chose à voir avec la gestion du quotidien. Mais en quoi ça consiste exactement, votre rôle ? Je reviendrai d'abord sur les mots, parce que les mots n'ont pas été choisis par hasard. On a plutôt tendance à dire patron ou directrice de la RSE. RSE pour responsabilité sociale et environnementale. Vous m'entendez bien là, ça va, Oui, ce que je dis parfait, comme ça, c'est bien. Et nous n'avons pas choisi ce mot-là. Nous avons choisi le mot d'engagement. On est 4 aujourd'hui dans les grandes entreprises françaises, en tout cas pour celles que je connais, à avoir ce titre d'engagement sociétal. La BNP, Total et AG2R, où on est 4 à porter ce mot-là. Pourquoi est-ce qu'on parle d'engagement ? Justement parce qu'on considère que la responsabilité de nos entreprises va au-delà de quelque chose qui va plutôt relever de la conformité ou qui peut facilement relever de la conformité, de l'obligation de faire, de la loi, et que nous avons en tant que leader dans nos domaines ou en tant que tout simplement capacité à impacter la société par notre taille, nous avons un devoir et surtout une volonté d'aller au-delà de la loi, au-delà de la règle, pour être impactant, et c'est ça qu'on appelle engagement en fait, cette idée de transformer le monde ou de contribuer à sa transformation dans un sens qui nous paraît être celui qu'on va considérer comme étant le bon sens ou le côté lumineux de la force. On va essayer d'aller encore un petit peu plus en profondeur. Quel est le cœur de votre métier ? Quel est votre sujet ? Moi, mon sujet, ça n'est jamais ni plus ni moins que poser la question de ça sert à quoi la Poste. Au fond, c'est ça mon sujet. La Poste, elle est née d'un moment très particulier de la vie de notre pays. Elle est née il y a 500 ans et elle a passé son temps à se transformer avec cette idée qui était de faire société et créer notre pays et en faire quelque chose d'uni. Lorsqu'on nous a confié, par exemple, la mission qui consiste à transporter le courrier en tout point du territoire, lorsqu'on nous a confié la mission de transporter la presse écrite en tout point du territoire, au-delà de cette mission, le sens et l'utilité qu'on lui donnait, c'était à un moment où on ne communiquait pas avec les moyens d'aujourd'hui et où la question de l'accès à l'information était un sujet majeur pour faire société, pour établir la démocratie. Eh bien, dans ce moment-là, on a demandé à la Poste d'assumer cette mission et d'exercer cette mission. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est dans un monde qui communique différemment, dans un monde où les éléments qu'on échange, notamment les éléments d'information qu'on échange, ne sont plus sur un support papier, que ce soit un journal, que ce soit une lettre. C'est quoi l'utilité de la Poste et c'est quoi son histoire ? Et moi, ce que je cherche, son histoire demain. Et moi, ce que je cherche, au fond, à faire émerger, à la fois cranter dans notre légitimité historique, cranter dans ce que l'on est, et projeter dans les transitions que notre pays et l'Europe ont à transformer et à traverser. Elle sert à quoi la Poste et c'est quoi son utilité ? Est-ce que vous êtes une sorte de gardienne du sens, gardienne des valeurs, on peut le dire comme ça, ou c'est un peu raccourci ? L'être à moi toute seule, ce serait vraiment extrêmement prétentieux. Moi et mes équipes, c'est un petit peu effectivement un bout de Gemini Criquet sur l'épaule d'un certain nombre de décideurs de la maison d'aujourd'hui, autour de la fidélité à ce que l'on a été, la fidélité à ce que l'on est, projeté dans cette question de l'utilité pour demain. Et le sens, aujourd'hui, je pense profondément qu'aucune entreprise aujourd'hui
n'a vocation à pouvoir recruter et fidéliser les meilleures compétences, les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs, les meilleurs investisseurs, que ce soit des investisseurs de haut ou de bas de bilan, si elle ne sait pas articuler le sens qu'elle donne à ce qu'elle fait. Sinon quoi, justement? Qu'est-ce qui se passe si on perd ce sens, si on perd ce recul historique dans votre cas? Pour moi, sinon elle disparaît ou au mieux, elle devient sous-traitante de ceux qui articulent le sens. Après, on peut ne pas être d'accord avec le sens qui est choisi et préempté par certains. Mais aujourd'hui, vous avez 4 acteurs notamment qui savent parfaitement articuler ce sens. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec le sens qu'ils donnaient à leur entreprise, c'est les 4 GAFA, mais par le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font, et puis on peut y rajouter les récents si vous y rajoutez du Netflix ou autre, par le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font, ils réussissent à la fois à recruter d'excellentes compétences, ils réussissent à lever des fonds et à transformer le monde, ou en tout cas à le faire à l'image qu'ils souhaitent lui donner. S'il s'agit de conserver le sens, ça veut dire qu'il est potentiellement menacé. Dans le cas d'une entreprise comme la vôtre, le groupe La Poste, qu'est-ce qui peut menacer ce sens, cet esprit d'intérêt général, on peut le dire comme ça aussi peut-être? La première chose, c'est juste ce que je vous disais, de ce qui au fond a fait le sens donné à la maison, c'est à un moment focalisé sur quelques types de services. Et ces services disparaissent. Le courrier disparaît. On vivra un monde, on en est tous convaincus, sans courrier. Ou dans des proportions qui sont vraiment infimes par rapport à aujourd'hui. Et donc, la première chose qui menace, c'est le fait de s'arrêter à cette idée de moi, ma mission, c'est de transporter du courrier. On avait toujours fait ça. Voilà. Et puis c'est pas ça la mission. La mission, c'est pas de transporter du courrier. La mission, c'est d'être un créateur de liens et d'être capable de porter ce lien, qu'il y ait ou pas un objet physique à emporter. C'est là qu'est le risque, pour moi, de disparaître, qui est celui de ne pas se poser la question de l'utilité, au fond, les 4 ou 5 pourquoi je le fais, à quoi ça sert, qui vont jusqu'à la substantifique moelle, ce qu'on va appeler la raison d'être. Oui. C'est-à-dire dépasser la mission pratique, quotidienne, telle qu'on la voit, pour aller voir ce qu'il y a absolument derrière. Vraiment. Et ensuite, la mortalité, elle existe. La mortalité, c'est pas une vue de l'esprit. Vous avez des tas d'organisations qui meurent sans que pour autant le monde s'effondre. BlackBerry, je ne sais pas si vous le savez, mais BlackBerry a jamais autant vendu de devices qu'en 2011. 2011, c'est hier. Alors BlackBerry est en train de renaître de ses cendres sous une autre forme, mais vous avez des organisations qui disparaissent sans que le monde ne s'écroule. Donc on peut aussi imaginer qu'une organisation comme La Poste disparaisse si elle ne sait pas recoller, si elle ne sait pas repenser son utilité dans un monde justement différent. Avec un défi quand même énorme, parce qu'une des particularités de La Poste, c'est sa longévité. C'est une très très vieille entreprise. Là aussi, ça doit ajouter une complexité, un enjeu à votre travail. Comment inscrire dans la modernité en permanence une entreprise qui peut être parfois connotée historique, on va dire ça comme ça? Oui. Alors oui, bien sûr, parce qu'elle peut avoir un côté vieille dame et jaune et pas très tendance en termes de modernité. Ce qui est le plus compliqué, c'est peut-être pas tant son âge que la vision fantasmée. La difficulté dans une organisation comme La Poste, c'est que chacun en a une idée. Chacun s'est fait une idée de ce qu'elle a été, ce qu'elle était, ce qu'elle devrait être, ce à quoi elle devrait répondre et auquel elle ne répond plus. Donc vous avez des visions, y compris portées par nous, clients, nous, postiers, de un monde un peu fantasmé parfois de proximité et de bienveillance. Et d'un côté, avant c'était mieux. Pour le faire un petit peu simple. Donc le sujet, quand vous voulez faire muter une organisation comme celle-là, c'est d'être capable à la fois de capter l'essentiel de ce avant et de le projeter dans un monde où il va devoir être utile différemment, et donc de couper parfois avec le fantasme ou la vision idéale. Alors il y a le fantasme du avant c'était mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi parfois un autre fantasme, c'est-à-dire si on le faisait dans le passé, c'est que c'est nul aujourd'hui, ou en tout cas c'est dépassé, c'est vieux, c'est plus d'actualité, c'est vieux jeu. Alors ça c'est mon plus gros défi interne. À l'intérieur, la question est moins peut-être de la nostalgie de ce que c'était encore une fois dans un univers qui
qui est facilement idéalisé ou fantasmé, que d'être capable de voir que quelque chose dont on hérite n'est pas forcément ringard et dépassé. Ça, et moi, j'ai l'impression, je vis une sorte de course contre la montre entre un monde dans lequel la question du sens que l'on donne à ce que l'on fait n'a jamais été aussi importante et prégnante, et un monde où on hérite de ça et on n'en voit pas toute la richesse et toute la modernité parce que le regard qu'on porte sur soi est très souvent un regard décalé et un regard qui n'est pas complaisant, voire même qui est parfois destructeur. Ça s'est déjà produit au sein de votre entreprise de revenir sur des choses qui existaient depuis longtemps, au motif que comme c'était là depuis longtemps, c'était plus forcément en phase ou dont avec on ne l'époque. voyait pas au moment où on se posait la question de savoir si on poursuivait ou si on arrêtait, quelle pouvait être la valeur. Oui, il y a quelque chose qu'on avait, que je vous avais dit, je suis une vieille postière. Il y a quelque chose... qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est vrai, oui, je le revendique. Il y a quelque chose dont moi je suis assez nostalgique. On avait initialement dans les 2 maisons qui étaient, enfin même 3 maisons, mais les 2 maisons, La Poste et France Télécom, on avait un process de recrutement et un process d'ascenseur social qui était pour moi assez exemplaire, très à l'allemande au fond. On commençait au plus bas de l'échelon et on montait. Alors pour une raison toute simple, c'est que l'entreprise, enfin ces 2 entreprises qui n'étaient pas encore des entreprises à ce moment-là, ne pouvaient pas recruter sur le marché. Donc elles pouvaient seulement recruter par concours, et donc elles organisaient à la fois du concours sur le marché extérieur, on va dire des concours quoi, hein, et puis elles organisaient ça en interne. Et vous aviez traditionnellement pas mal de postiers ou de télécommunicants qui rentraient dans la maison pour X raisons. Vous avez dit que j'ai choisi La Poste, c'est vrai. Je pense que je fais partie d'une des premières générations qui choisit La Poste et qui ne s'y retrouve pas par hasard. Et on s'y retrouvait par hasard parce que la vie avait fait que vous n'aviez pas pu faire d'études, parce que la vie, vous avez plus ou moins cabossé, peu importe. Et dans ces cas-là, vous aviez la possibilité, dans cette maison, de progresser avec un système d'ascenseur social très fort. Dans les années 2000, au moment où les 2 activités se sont vraiment séparées, enfin ça a commencé dans les années 90, puis l'aboutissement pour La Poste a été dans les années 2000, la question s'est posée du maintien de ce système, et il a été démonté. Il a été démonté en toute bonne foi. Il n'y a rien de malveillant ni non plus de sanguinaire et de volonté de couper des coups, je ne sais. Il y a juste eu cette idée de finalement, ce système n'est pas le bon système pour réussir à profiler, à choisir et à recruter. On peut aller directement sur le marché et on l'a arrêté. Et aujourd'hui, je pense que c'est dommage. Alors, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose de très moderne dans l'esprit. Et encore une fois, c'est typiquement ce qu'on voit autour des sujets d'apprentissage, enfin de revalorisation de l'apprentissage et de ces métiers comme ça qu'on fait en interne en progressant au fil du temps. Est-ce que là aussi, c'est un aspect de votre rôle, donc directrice de l'engagement sociétal, de dire attention, là on est en train de détricoter ou de revenir sur quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est pas la bonne idée parce qu'au fond c'est moderne. Racontez-nous comment ça se passe. C'est un peu comme avec les enfants. Quand c'est vous qui dites, vous êtes démonétisé. Votre parole en tant que parent, elle est pas nécessairement écoutée comme elle devrait être. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Voilà. Donc moi, mon job, c'est effectivement de capter des choses et de les voir, et puis surtout de trouver les voies par lesquelles je vais pouvoir faire regarder ce qui peut paraître justement ringard ou décalé, avec toute la richesse que ça emporte, par des éléments extérieurs, des clients, des fournisseurs, des partenaires, d'autres, des concurrents, voyez, ce qui tout à coup va donner une autre saveur à quelque chose qui n'était pas vu comme ça. Je peux vous donner un exemple tout simple. On a décidé il y a quelques années de s'engager dans un dispositif qui est 100% carbone neutre. Donc l'ensemble du groupe est 100% carbone neutre. Donc nous compensons toutes les émissions de CO2 que nous n'avons pas réussi à éviter. Toujours dans cette idée d'être exemplaire et porter le changement. Ce sujet-là, on s'est posé la question il y a quelques temps on arrête, on continue, est-ce que ça crée vraiment de la valeur? Est-ce que les clients nous choisissent pour ça? Je parle bien sûr des industriels qui nous choisissent. Ça peut être aussi des particuliers, mais c'est surtout des industriels qui sont nos clients. Est-ce que c'est vraiment discriminant? Et puis,
le truc a démarré le jour où nos concurrents sont mis à faire la même chose que nous. Alors, en général, Là, ça a c'est un été déclic. topissime. À partir du moment où ils ont revendiqué la même chose, en faisant parfois d'ailleurs moins, mais tant pis pour nous, la valeur apportée à cette dimension-là était totalement différente. Bien voilà, typiquement, ce sont les voies détournées qu'il faut savoir aller chercher, la voie du politique et l'ensemble de l'écosystème pour bouger les choses. Ce rôle d'influence que vous avez, alors moi ça me fascine toujours, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ces personnes qui sont un peu des lobbyistes de l'intérieur, parce qu'on en a une vision fantasme, mais comment ils font, comment ils s'y prennent. Qui vous allez chercher? Vraiment des personnes pas du tout converties? Est-ce qu'il faut que ça passe par la personne qui s'en fiche totalement de l'environnement, qui peut dire des horreurs? Exactement. Moi je cherche les non convaincus, les non convertis. Alors comment vous les convertissez? Parce que moi ça m'intéresse, ça aussi. Donc je cherche ce que j'appelle les personnalités à effet de rayonnement, c'est-à-dire des plutôt sceptiques, connus comme sceptiques, et qui ont une grosse influence dans la maison par soit leur crédit, et où d'ailleurs, les décisions qu'ils prennent. Des gens qui sont en train, par exemple, de dessiner notre outil de production pour les 10 ou 15 ans qui viennent, des gens qui font des choix d'investissement en matière de, par exemple, de moyens de transport, des gens qui sont les acteurs de notre modèle social. Et oui, je vais les cibler et je vais à l'abordage, c'est-à-dire là, je vais leur demander un rendez-vous, on va passer un peu de temps ensemble, on commence un peu doucement sur des choses qui sont d'évidence, avec des éléments qui sont très rationnels. Je cherche assez peu le sujet du cœur et de la bonne conscience. Moi, je déteste qu'on puisse laisser entendre que la générosité ou le souci du bien commun et de l'intérêt général soit l'apanage de mes seules équipes. Je trouve ça absolument insupportable. En revanche, il y a des décideurs, oui, dans la maison, j'en ai été, donc c'est aussi ma communauté, ce qui me donne un certain crédit sans doute, parce que ce sont des peers et je les connais. Mais je leur fais crédit, en tout cas, d'avoir le même souci de la planète, du bien commun, de l'intérêt général et de la poste demain que moi. En revanche, ils sont dans des situations de choix, et notamment de choix de court terme, qui rend difficile ce qui, en économie, on va appeler les externalités, c'est-à-dire la prise en compte des externalités dans leurs décisions. Et donc, mon job à moi, ça va être à la fois de leur donner à voir un temps un peu plus long que le temps qu'ils gèrent. Et s'il y a des éléments de contradiction dans les choix immédiats qu'ils ont à faire, par exemple un choix d'investissement qui est un peu plus élevé pour un système plutôt qu'un autre à court terme, de regarder comment dans la maison on peut mettre en place des moyens de régulation qui vont permettre d'amortir ces coûts. Donc vous êtes une hyper pragmatique. Très. Pas de place pour l'idéalisme dans votre travail? Ou ça fait partie de votre personnalité d'ailleurs, l'idéalisme? Là oui, beaucoup. Bien sûr. C'est pas incompatible. Oui. Non, je crois juste à un monde où on ne peut pas dire d'un côté je fais du business et de l'autre côté je m'occupe de la planète. Ça, on pourra en débattre si vous voulez en débattre, mais ça ne va pas marcher comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Si on veut changer les choses et on veut être impactant, je vous ai dit, ce niveau dans lequel on veut toucher, si on veut être impactant et transformant, alors il faut que l'on ait sur le marché des propositions de valeur, des solutions, des offres, un système qui embarque les sujets de préservation de la planète, préservation de l'humain dans ce qu'il est, préservation du bien commun. Il n'y a pas deux mondes séparés dans lequel on achète des indulgences pour les péchés qu'on a commis de l'autre main. Ça, je n'y crois pas 2 secondes, puisqu'il faut nous embarquer, nous, là-dedans. Donc, je suis très pragmatique et très à l'aise avec l'idée de poser des offres, donc des choses qui sont du monde marchand, et qui permettent de contribuer à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Je ne crois qu'à ça. Donc ça doit aussi aider à convaincre mes interlocuteurs qui sont, eux, du monde économique pur. Alors ce travail de conviction, parlons-en justement. Est-ce que vous arrivez à susciter davantage qu'un intérêt, on va dire, poli sur ces questions, qu'une écoute agréable mais semi-intéressée? Des fois oui, des fois non.
Il y a des acteurs qui restent encore à convaincre, qui m'écoutent parce qu'ils me connaissent et que ma réputation dans la maison fait qu'ils m'écoutent, mais qui voient toujours pas très bien ce que ça peut changer dans soit leur manière de manager, soit dans leurs décisions de court terme. Et puis il y en a qui, oui. Par exemple, une de mes jolies victoires, victoire, c'est pas le bon mot, mais si une des choses dont je suis contente, le patron de tout le business du colis chez nous a décidé de créer un poste, donc une équipe qui travaille exclusivement sur la problématique de l'emballage, à la fois l'emballage en tant que matière, mais l'emballage en tant que vide. Je ne sais pas si vous savez, mais vous l'avez certainement déjà remarqué. Dans les paquets que vous recevez, il faut savoir qu'en moyenne, sur la planète, on transporte la moitié de vide. Donc vous imaginez ce qu'on fait subir à la planète pour transporter la moitié d'air. Non seulement, évidemment, dans la confection de l'objet, c'est pas ça le sujet, mais le sujet, c'est les avions, les camions et ensuite les camionnettes qui distribuent du vide. Voilà. Donc on a un gros sujet auquel s'atteler, qui est la question de ce vide et la question de comprendre le pourquoi de ça, qui est lié à la standardisation des chaînes de production chez les grands e-merchants, un Amazon, un vente privée, un Cdiscount, qui vous voulez, qui ne veut pas s'embêter avec des formats de paquets différents parce qu'il a des chaînes de production qui sont telles que... Donc il faut rentrer dans ces dispositifs-là. Et ce patron du colis, de l'activité colis, a dédié une ressource justement pour aller expliquer aux clients ce qu'il est possible de faire. Et j'en suis contente, même très contente. Oui, vous disiez des petites victoires. Alors, vous nous avez dit aussi que vous êtes une personne qui n'est pas dénuée d'idéalisme, qui est très pragmatique dans son travail. Le discours est parfois difficile à faire passer. Comment vous le vivez personnellement, ce rôle d'influence permanente, de prêcher, de convaincre tout le temps ? C'est fatigant. Oui, on vient croire. Oui, je trouve ça très fatigant. Donc on se nourrit de petites victoires ou de grandes victoires. Je le vis comme quelque chose de... Alors, profondément en phase, mais moi je l'ai toujours été. Cette maison, je l'ai choisie pour ça et c'est un luxe qu'elle m'accorde, qui est un profond alignement entre ce que je crois et ce que je fais. Donc c'est un élément très nourricier et très, très apaisant cet alignement. Donc c'est aussi très ressourçant dans les périodes de fatigue. Donc je le vis comme quelque chose de profondément apaisant, au sens où petit pas et par petit pas on avance, mais comme quelque chose effectivement de fatigant et d'usant parce que petite victoire, parce que temps long et parce qu'une partie de ce que je fais sera visible et ce que mes équipes font et sèment sera sans doute visible dans 5, 10, peut-être même 15 ans. C'est vrai que je n'ai pas détaillé votre parcours, mais vous avez un profil de faiseuse, on va dire ça comme ça, de femme de décision. Oui. Là, vous êtes du côté de l'influence, du travail de conviction, un peu plus invisible, un peu plus complexe sûrement aussi. Ça aussi, comment vous le vivez Ça me manque beaucoup. L'action me manque beaucoup. J'adore l'action. Oui, j'ai été directeur industriel de ce groupe, de la Poste. J'y ai porté énormément de transformations, dont certaines sont visibles et que vous avez pu voir en tant que client. J'ai dirigé DocaPost, qui est une grosse boutique de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5000 personnes, du coup avec du business, de l'international. Et le concret, parce que j'aime bien faire, me manque, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a des moments où je savoure presque autant que la réussite d'un contrat ou d'un beau projet. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a sorti quelque chose qui s'appelle un Green Bond le jour du Black Friday. Et on était très contents de ça. Un Green Bond, ça consiste à dire, on émet de l'obligation. L'obligation, c'est ce qui nous permet de nous financer. Et cette obligation, on va l'émettre exclusivement pour financer des investissements verts. Donc les investissements en question, c'est de la voiture électrique. Et nous, nos voitures électriques roulent avec de l'électricité d'origine renouvelable et des bâtiments à énergie positive. Et on appelle ça un roadshow. Donc le roadshow, vous faites le tour de la planète finance de l'Europe
On était à Londres, on était à Francfort, on était évidemment sur la place parisienne, on était dans les pays nordiques. Et on parle à des investisseurs qui sont très froids, des fonds de pension, des BlackRock, des PIMCO, vous voyez ce genre d'acteurs, et on leur parle de la planète qui s'étouffe, de la nécessité de changer de modèle, du fait que nous, on a des solutions et qu'on y croit. Et vous partez de là et vous dites, bon, voilà. Eh bien, écoutez, vendredi, on a sorti notre Green Bond. On cherchait à lever 500 millions d'euros. Et en fait, on a été suivi à hauteur de plus de 2 milliards d'euros, 2,8 milliards, et par des gens dont je peux vous assurer, puisque je les ai vus en face à face, qu'ils étaient très froids et qui semblaient en apparence totalement indifférents au sujet qu'on leur amenait. Eh bien, je pense que les choses changent. Et je pense qu'il y a aussi des univers qui sont des univers qui peuvent paraître loin et qui ont énormément d'impact sur nous et qui bougent, en l'espèce la finance. Et moi, j'étais très satisfaite et très contente, comme la même adrénaline que quand on gagne un marché, d'avoir remporté cette petite victoire. Alors, je vais peut-être quand même plomber l'ambiance pour finir. En plus, c'est pas très sympa, mais quand on travaille comme vous sur des sujets, des enjeux environnementaux, sociétaux, humains qui nous engagent toutes et tous, on a vu il y a quelques instants la conférence de Jeremy McCain sur la préservation des océans. Est-ce qu'à certains moments, vous avez peur que ces sujets restent marginaux dans le monde des entreprises? Est-ce que vous avez peur que vous et vos homologues n'y arriviez pas à faire passer ces sujets vraiment comme des priorités? Ah oui, bien sûr. On a peur de la mortalité. La Poste, ce qui l'a fait bouger, c'est la crainte de la mortalité, en tant que telle, en tant qu'organisation œuvrant à sa propre survie. Et quand on parle de ces sujets de planète, bien sûr qu'ils éveillent la question de la peur, au moins dans une course contre le temps, puisque le sujet, c'est cette accélération, les effets logarithmiques de ce qu'on vit et que sans doute l'intervenant de tout à l'heure, enfin de ce matin, a dû expliquer. Et en même temps, les transformations qui sont à l'œuvre dans la prise de conscience ont aussi pour moi un effet logarithmique qui est que à un moment les choses basculeront. Mais bien sûr que la peur est là, absolument. On garde un petit peu espoir quand même. Oui. On arrive au terme de cette masterclass. Quel message vous aimeriez partager avec le public? Oh, c'est tout simple. Si c'est jaune, si c'est vieux, si ça a 500 ans et que ça arrive à bouger à la fois collectivement et individuellement, alors il n'y a absolument aucune raison pour que, où que l'on soit, quoi que l'on soit, salarié, client, fournisseur, institutionnel, financeur, on n'arrive pas aussi à emporter un bout de ce mouvement pour créer le collectif qui va bien. Moi, si les vieilles dames le peuvent, on peut aussi, c'est ça? Absolument. Je suis extrêmement confiante sur la génération qui arrive et sur les jeunes qui arrivent. Je les trouve incroyablement exigeants dans le sens que l'on donne à ce que l'on fait pour les conserver avec nous et auprès de nous. Moi, je suis extrêmement confiante en eux. Je pense que c'est un des plus bels espoirs de transformation que porte la planète aujourd'hui. Merci beaucoup, Muriel Barnéou, pour cette intervention. On peut l'applaudir, je pense.